L'invité d'Herman Roselli, c'est Boris Shanksit, candidat sans étiquette aux législatives dans la première circonscription. On y va pour Politique Matin. Boris Shanksit, bonjour. Bonjour Monsieur Roselli. On vous appelle déjà, tout va bien. C'est pas l'Assemblée nationale, j'espère, qui vous appelle. Non. Dites-moi, première question un peu comme à chaque candidat, retour sur cette soirée du 10 juin, vous regardez la télé, vous voyez le président de la République annoncer cette dissolution, quelle est votre réaction? Vous êtes déçu ou plutôt ravi de vous dire que vous allez pouvoir repartir en campagne? Mais écoutez, pour vous dire la vérité, au moment où le président de la République annonce aux Français à la télévision la dissolution de l'Assemblée nationale, j'étais en train de me reposer. C'était un dimanche après-midi. Et à mon réveil, j'ai eu peur qu'il y ait quelque chose de grave qui se soit passé dans mon environnement proche, puisque mon téléphone était saturé de messages, à la fois audio et par message écrit. Et là, j'ai compris qu'il y avait une dissolution. Donc, comme beaucoup de Français, beaucoup de Guyanais, j'étais un peu sidéré par cette nouvelle qui était totalement inattendue, mais qui nécessite finalement que chacun prenne ses responsabilités pour savoir quel engagement il entend prendre dans cette campagne. Je me suis donné le temps de la réflexion, puisque une candidature à une élection aussi importante, ça ne se décide pas en un claquement de doigts, surtout quand il n'y a pas de préparation, il n'y a pas d'anticipation. Et puis, à mesure que j'ai consulté d'abord mon entourage proche, évidemment, ma famille, mon entourage professionnel, mes amis politiques, mais également beaucoup de personnes qui m'ont sollicité, m'ont encouragé à y aller. J'ai mûri cette réflexion et le mercredi suivant, j'ai décidé de me porter candidat. Alors, on entend souvent les candidats nous dire qu'ils ont été sollicités, mais vous, personnellement, quel a été le déclic finalement pour vous engager là ? Mais écoutez, puisqu'il y a 2 ans, vous étiez déjà présenté, on le rappelle. Oui, mais ce n'est pas une raison suffisante. Moi, je n'aborde pas l'action publique et politique comme une profession. Je ne suis pas un professionnel de la politique. Je suis avocat de profession, c'est mon métier. La politique, c'est un engagement au service de mon territoire. Donc, comme je n'ai pas de démarche professionnelle, il n'y avait pas d'évidence à retourner aux élections. Ceci dit, outre les sollicitations, moi je fais partie de ceux qui font le constat que l'offre actuelle ne me représente pas suffisamment. C'est-à-dire que je considère que le député sortant a fait le choix d'une action politique, d'une forme d'action politique, une posture, comme il aime dire. Une posture qui plaît à certains, mais qui, moi... qui ne vous convient pas. Pourquoi ? Pas ne me convient pas, mais n'est pas complète. Pour être très précis, je pense qu'il est important que nous ayons des députés militants, dans le sens des députés qui vont porter avec fermeté les besoins de la Guyane. C'est un peu le cas c'était le cas pour Jean-Victor Castor, non ? Sauf que ce que je constate, c'est que cette posture dont vous faites état, qu'il met en avant, qui est prioritairement identifié comme son action publique, n'est pas nécessairement suivi des effets concrets dont nous avons besoin. Et c'est la raison pour laquelle, moi je considère que nous sommes dans un pays démocratique, que chacun a le droit d'exprimer à la fois ses idées, la façon avec laquelle il veut les exprimer, mais aussi offrir un pluralisme politique. Et donc ma candidature s'inscrit dans cette démarche de proposer une alternative à l'exercice du mandat de député, pas simplement sur la forme, mais également sur le fond. Un regard quand même dans le rétroviseur, si vous permettez, en 30 secondes. Qu'est-ce qui a manqué en 2022 quand vous vous êtes présenté et finalement, vous n'êtes pas parvenu à convaincre? Pourtant, vous étiez soutenu par le parti Guyane Rassemblement de Rodolphe Alexandre, les Républicains également à l'époque. Qu'est-ce qui a manqué et qui pourrait faire que cette fois, finalement, vous réussissiez à convaincre les électeurs? Alors, si on regarde avec lucidité les résultats du premier tour de la dernière élection, il faut rappeler qu'il y avait 18 candidats. C'est ça. Et notamment des candidats qui avaient ma sensibilité ou politique ou de proposition. Nous étions au moins 4. Il y avait moi-même, Madame Joëlle Prévost-Madère, Alix Madeleine, Roland Chalco-Lefay. Et cette division des candidatures a permis à M. Castor de pouvoir trouver un espace pour se qualifier pour le second tour. Si on se rappelle bien les résultats du premier tour, Mme Goua fait à peu près 3000 voix, M. Castor fait à peu près 2600 voix, je fais 2350, donc je loupe la qualification pour 250 voix, alors que Mme Prévost-Madère fait 1800 voix.
Monsieur Madden fait environ 300 voix et Madame Roland Chalco le fait 200 voix. Donc vous voyez que entre les 250 voix qui m'ont manqué et la somme de ces voix-là, même si évidemment la politique ce ne sont pas des mathématiques, on ne peut pas considérer que 100% de ces voix auraient pu se porter sur ma candidature, mais ce ratio de 250 voix et à peu près 2000 voix, j'allais dire familières, eh bien ce sont peut-être celles-là qui m'ont manqué pour me qualifier au second tour. En tout cas, le contexte là, il est épuré. Forcément, là, que 5 candidats. Est-ce que ça va vous aider, vous pensez, d'une part, et puis d'autre part, sur quel terrain vous allez en priorité pour défendre vos idées ? Alors ça va nous aider, pour tous les candidats. Évidemment, moins il y a de concurrence, plus la chose est facile, entre guillemets. Rien n'est facile en politique, encore moins quand on va aux élections. Moi, ce que je veux proposer comme alternative, c'est pas simplement une alternative de posture, parce que je crois qu'en effet, face au sujet important qui intéresse la Guyane, il faut avoir une voix forte. Et sur certains sujets, être intransigeant, être militant. En revanche, je vais beaucoup axer mon discours lors de cette campagne sur la place que doit avoir aussi l'économie dans l'action du député. L'évolution statutaire est un sujet fondamental, la défense des intérêts de la Guyane également, mais la Guyane économique aussi a besoin d'un représentant et je crois que parmi les 5 candidats, je serai celui qui aura à cœur de mettre en avant ces sujets. Pourquoi ? L'économie, c'est la croissance, c'est la richesse, c'est aussi la création d'emplois. Et si on fragilise, ou en tout cas si on laisse dans la fragilité qui existe notre monde économique, eh bien c'est toute la société qui finalement en ressentira les effets négatifs. Donc vous voyez, je crois que ce sujet-là a un peu été abandonné par les députés sortants. Ce n'est pas une opinion personnelle, c'est aussi l'écho que j'en ai des milieux socioprofessionnels, des différentes filières que j'ai contactées pour cette campagne. Et ils m'ont dit qu'ils entendaient soutenir également un candidat qui porterait l'économie au cœur de ses préoccupations. Alors, j'entends bien l'économie, l'une de vos priorités, mais l'homme de droit que vous êtes n'est pas sans savoir que ce sera compliqué au soir du 7 juillet prochain, avec sans doute une majorité relative, peut-être RN, avec derrière un front populaire, 2 groupes, 2 camps, et qui sont pas forcément orientés vers l'économie en priorité en tout cas. Oui, mais c'est pas parce que le gouvernement... Enfin, on ignore quelle sera la connotation politique, mais il n'en demeure pas moins que nous avons... On a une idée plus ou moins sur la base des sondages. Oui, si vous avez une boule de cristal, j'aimerais bien que vous me la prêtiez. Non, mais c'est pas forcément simplement en fonction de la couleur politique que nous devrons avoir des actions, puisque les besoins de la Guyane existent indépendamment de la couleur politique au niveau national. Alors, vous avez raison, ils seront plus ou moins bien relayés selon la majorité qui sera en place, mais je crois que le député ne doit pas se sentir bridé ou l'émaillé par ce qui se passe au niveau national. Ça va impacter, mais ça ne nécessitera pas que l'on bride sa parole ou que l'on freine son action publique. Parce que les besoins de la Guyane... Ils sont là, et ils sont là quel que soit le gouvernement en place. Donc il faudra jouer des coudes pour faire avancer les dossiers de la Guyane. C'est pas faux, mais Boris Chanksit, il faut quand même être réaliste. Une fois arrivé à l'Assemblée nationale, il vous faudra un groupe pour avoir un temps de parole, il vous faudra un groupe fort quand même, il vous faudra du réseau, il vous faudra échanger avec les élus au pouvoir. Comment vous envisagez de défendre cette Guyane-là avec, je ne sais pas, des élus du RN ou des mélenchonistes au pouvoir ? Mais ça, c'est le lot de tous ceux qui font le choix de ne pas rejoindre notamment la majorité. Bon, il y a des groupes d'opposition qui sont constitués de beaucoup de députés, donc ils ont une force politique. Mais moi, je crois qu'il faut que le député de Guyane s'inscrive dans un groupe qui soit indépendant. Pourquoi ? Pour ne pas être lié par ce qu'on appelle les consignes de vote partisanes. Vous savez, quand vous rejoignez des grands groupes politiques au niveau national, vous avez une discipline à avoir, une solidarité à avoir, qui parfois vous oblige à soit vous taire, soit à faire des compromis avec les dossiers que vous défendez. Et j'ai identifié au sein de l'Assemblée nationale un groupe qui pourrait correspondre aux attentes qui sont les miennes, à savoir à la fois, comme vous dites, et c'est important, un groupe constitué au sens procédural du terme, qui a du temps de parole. Et il y a un groupe qui s'appelle LIOT, Liberté, Territoire et Outre-mer, qui regroupe plusieurs députés, une vingtaine de députés, de sensibilités politiques différentes, qui mettent au cœur de leur action, au cœur de l'engagement au sein de l'hémicycle, la défense de leur territoire. Et c'est quelque chose qui m'intéresse parce que moi je ne veux pas être un pion sur un échiquier national, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir suffisamment d'espace
pour pouvoir défendre les dossiers guyanais dans leur singularité, avec autonomie de parole, avec autonomie de vote. Finalement, de pouvoir, quand ce sera la Guyane qui s'exprimera par ma voix, ne pas être lié par des considérations nationales qui parfois nous échappent ou qui se désintéressent de nos besoins. Alors, Boris Chanxit, on le sait, vous êtes avocat. Parlons clairement à nos auditeurs, ceux qui nous écoutent, et soyons un peu pédagogiques. Un député qui part dans l'Hexagone, qui dit vouloir défendre, et c'est le cas de tous les candidats, les sujets, tel ou tel sujet de la Guyane. Une fois arrivé à l'Assemblée nationale, quel est son réel pouvoir pour faire changer les choses, très clairement ? Parce que d'autres ont proposé beaucoup de choses durant la campagne, et puis finalement, sur le terrain, à l'arrivée, voilà quoi. Oui, surtout que la Guyane n'a que 2 députés. Exactement. Donc il ne faut pas mentir à la population. Ce ne sont pas les 2 députés guyanais qui pourront être force de proposition sur toutes les lois qui vont intéresser directement la Guyane ou indirectement. Alors, concrètement, à quoi il sert ? Faites-nous un cours de droit en 30 secondes. Gratuit, s'il vous plaît. Le député a un rôle premier qui est celui de voter la loi. Et donc, dans ce cadre-là, le député de la Guyane peut proposer des amendements aux lois qui sont soit des propositions de loi, c'est-à-dire à l'initiative des députés, soit des projets de loi à l'initiative du gouvernement. Donc, ça veut dire faire un travail législatif sérieux, analyser les textes qui sont proposés aux différentes commissions, voir quels sont les aménagements au bénéfice de la Guyane qui pourraient être apportés, c'est ce qu'on appelle les amendements, c'est-à-dire réécrire le texte de loi initial pour l'adapter à notre situation et à nos besoins. Ça, c'est un premier rôle. Il y a le rôle également de proposition de loi. Un député peut faire une proposition de loi. Alors, il est vrai qu'il y a quand même quelques contraintes. Il ne faut pas que cette loi alourdisse, pour faire simple, le budget de l'État. Et puis, il faut surtout qu'il soit présenté en Assemblée. Et alors, c'est le gouvernement en place qui tient l'agenda de l'Assemblée. Et on sait parfois que des propositions de loi peuvent être enterrées par un choix politique. Donc, il faut aussi de la stratégie. Et je crois que la stratégie d'être toujours en position ou en posture, d'être en opposition à un gouvernement, quel qu'il soit, fait qu'il n'aura pas forcément envie de vous écouter et de vous accompagner dans votre travail de député. C'est pour ça que je dis qu'il faut de la stratégie, c'est-à-dire il faut avoir en effet une posture ferme, une parole ferme, intransigeante sur certains sujets, et notamment celui de l'évolution statutaire, on y reviendra j'imagine, bien sûr. Mais également avoir la lucidité de se dire que ce ne sont pas nous qui décidons qui tient les rênes du gouvernement, que nous n'avons pas à nous deux la capacité de pouvoir inverser les choses de manière seule, et que donc une fois que ce constat-là est fait, qu'on ait l'intelligence, en tout cas la stratégie, de se dire que je vais aussi composer pour essayer de faire avancer les dossiers de la Guyane. Donc c'est pour ça que je vous dis, le bon député pour moi, c'est celui qui est stratège dans le sens où il a une casquette à la fois militante, une parole forte, mais également une capacité à pouvoir travailler avec les autres, quels qu'ils soient. Alors, vous avez dit il y a quelques minutes que l'économie était l'un des axes forts de votre campagne, mais vous avez évoqué également l'évolution statutaire, dont vous êtes un peu le spécialiste au sein de l'opposition territoriale actuellement. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est le statu quo, c'est presque le néant. Quel sera l'élément supplémentaire qui vous permettra d'avancer sur ce dossier, et quand vous arriverez, si vous êtes élu au soir du 6 juillet ou du 29 juin, qui sait, à l'Assemblée nationale, comment vous entendez défendre ce dossier et peut-être faire avancer les choses? Parce que ce sera d'autant plus compliqué avec les majorités qui se décident. Ce sera d'autant plus compliqué. Imaginez que ce soit le Rassemblement national qui soit au pouvoir. Les Guyanais votent souvent majoritairement pour le Rassemblement national aux élections nationales. Sauf qu'il faut rappeler que c'est le parti qui est le moins favorable à l'autonomie des territoires ultramarins. Et ça, c'est quelque chose d'important. Donc, quelle arme vous allez déployer, Boris Chanxit ? Dans les campagnes soyons pragmatiques. Présidentielles dernières, Madame Le Pen disait que le 73 était suffisant, mais qu'il fallait donner les moyens aux territoires. Donc, la question de l'autonomie, elle n'est pas au cœur des préoccupations du Rassemblement national. Le député ou le candidat qui va vous dire « à moi seul, je vais inverser la situation », c'est quelqu'un qui n'a pas de lucidité. En revanche, une fois qu'on a fait ce constat-là, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Ce que je crois, c'est qu'il faut d'abord, une fois que vous avez posé le fait que ce sujet n'est pas négociable, puisqu'il faut rappeler quand même que
plusieurs congrès successifs, à la fois initiés sous la présidence de M. Alexandre, mais également de M. Serville. Donc tous les élus du territoire, les 22 maires, les 4 parlementaires et les conseillers territoriaux, ont adopté un principe intangible qui est que nous devons avoir plus d'autonomie dans le cadre de la République. Donc rappelez que ces différents congrès ne laissent pas de marge de manœuvre au gouvernement pour se poser la question de savoir s'il est opportun d'avoir une évolution statutaire. Donc la première chose, c'est d'arriver à convaincre, mais ça on le fait parce qu'on s'assoit devant le ministère compétent, que ce soit le ministère de l'Outre-mer, le ministère de l'Intérieur, voire même on demande audience au président de la République, pour rappeler qu'il faut respecter le choix des élus de ce pays qui représentent le territoire. Et quand vous avez des choix qui sont faits de manière unanime, c'est quelque chose qui a un poids politique. Là où je crois que parfois la stratégie qui a été adoptée jusqu'à présent n'est pas la bonne, c'est que quand vous êtes dans une posture de dénonciation permanente sur tout, et parfois sur des choses qui ne sont pas prioritaires pour la Guyane, eh bien vous ne donnez pas forcément envie à ceux qui ont les clés pour faire avancer les choses, eh bien de s'asseoir autour d'une table et de discuter. Vous savez, la politique, c'est aussi une affaire, j'allais dire, d'hommes et de femmes, d'interlocuteurs. Quand vous êtes toujours sur la même tonalité, toujours sur la même dynamique, eh bien vous ne donnez pas envie qu'il y ait une collaboration. C'est pour ça que je vous dis que pour moi, le bon candidat et finalement le bon député, ce sera celui qui à la fois aura une posture militante forte sur des sujets fondamentaux, mais qui saura à un moment donné avoir la stratégie pour pouvoir accompagner le travail qui doit être fait en commun. Parce que l'évolution statutaire, j'en terminerai là-dessus, il faut être très clair, ne se fera pas sans collaboration avec l'État. C'est quelque chose qui est nécessairement concerté. Oui, mais vous venez de dire qu'il n'y aura pas de collaboration, de fait, puisque ce n'est pas la priorité du... Mais parce que vous présumez que le RN sera au gouvernement. RN moi, j'imagine que le Front populaire, ce ne sera pas mieux non plus. Vous êtes conscient que le contexte sera compliqué. Bien sûr. Projetons-nous. Si vous êtes élu, Boris Chanksite, quels seront vos... Quand vous arrivez à l'Assemblée nationale, comment vous voyez les choses? Vous allez tenter d'organiser des rencontres? Il faut s'affilier à un groupe parlementaire. Oui, mais c'est important, parce que le groupe qui m'intéresse, j'ai d'ailleurs été contacté par le député Servat, qui est un député de Guadeloupe. Il faudrait aussi que ces élus soient réélus. Il y aura forcément des députés qui auront au cœur de leur action la défense de leur territoire et de leur singularité. Dans ce groupe, il y avait des élus corses, des autonomistes corses. Je ne sais pas si ce groupe existera en l'état, mais en tout cas, je voudrais m'affilier à des gens pour qui l'autonomie territoriale, les singularités territoriales et d'outre-mer en particulier, puisqu'il y avait beaucoup de députés d'outre-mer, puissent être une force d'union, première chose. Et vous savez, quand vous êtes 2, vous êtes moins fort qu'à 20, et quand vous êtes 20, vous êtes moins fort qu'à 100. Si vous arrivez déjà à convaincre au sein de votre groupe que votre combat est légitime, parce que vous avez rappelé, comme je vous le disais, que plusieurs congrès, c'est-à-dire tous les élus portent un sujet, eh bien vous allez porter ce sujet-là avec beaucoup de détermination. C'est pas parce qu'on anticipe que ce sera difficile qu'il faut se dire qu'on ne peut rien faire, monsieur Roselli. Sinon, je ne serais pas assis devant vous. Ma question était surtout... Mais il y a un principe de réalité qui s'imposera à tous, quel que soit l'élu. Absolument. Mais ce principe de réalité, moi, je ne veux pas que ce soit une fatalité. Alors, je ne confonds pas la réalité et la fatalité. Et vous savez, je suis avocat de profession. Je suis un combattant. Je dois convaincre. Mon métier, c'est convaincre. Et parfois, dans des causes très difficiles. Je ne me démobilise pas parce que le combat est difficile. Alors, ma parole ne faiblit pas parce qu'en face de moi, l'adversaire est fort. Ce que j'aimerais savoir, c'est quand vous êtes élu, ok, vous êtes dans un groupe, mais on sait bien le député doit aller vers les cabinets, vers les ministres, etc. Il y a un travail de réseau. Est-ce que demain, vous voyez et comment vous envisagez ces échanges justement avec, qu'importe, que ce soit le Rassemblement national ou le Front populaire, ces ministres, ces directeurs de cabinet tout dépend aussi de la façon avec laquelle vous vous présentez. Quels sont les arguments que vous utiliserez pour aller les voir? Une expérience d'élu local. Ça fait depuis 2008, j'exerce des mandats locaux. J'ai été maire adjoint à Cayenne, j'ai été vice-président de la région, conseiller territorial dans la majorité, dans l'opposition. J'ai une légitimité à pouvoir, et si je suis élu député, j'aurai cette légitimité supplémentaire pour pouvoir être identifié comme un interlocuteur pour les dossiers guyanais. Et le réseau, ça se construit, monsieur Roselli. Et ça se construit et ça se développe par la façon avec laquelle vous vous présentez et vous exercez votre mandat. Vous savez, je l'ai répété, mais c'est important. Pour pouvoir avoir un réseau, il faut être audible, ça c'est le premier sujet, donc identifiable, et il faut être crédible. Et ça veut dire qu'il faut que la façon avec laquelle vous présentez les dossiers, vous vous exprimez,
soit aussi dans le domaine de la séduction. Il faut dire ce qui est. C'est ça, créer des réseaux. C'est pouvoir se dire, bien, celui-ci... Vous insistez dessus. Vous voulez dire que nos anciens députés, je dis même pas l'ancien, les précédents n'ont pas à ce niveau... Non, il y a des députés qui ont évidemment bien travaillé, certains ont fait des propositions de loi qui sont devenues des lois de la République. Là, on parle d'une élection contemporaine. Il y a des sortants, il y a un bilan, il y a 2 ans de recul pour savoir comment ces députés, et notamment M. Castor, a exercé son mandat. Et on a bien identifié quelle était la vision qui était la sienne et la façon avec laquelle il a exercé. Moi, je veux proposer une offre alternative qui soit un complément de ce qu'il a fait de bien, c'est-à-dire pouvoir porter une parole forte, mais ça n'est pas suffisant, M. Roselli. C'est pas simplement insuffisant, c'est aussi contre-productif pour beaucoup de sujets. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit que ceux qui sont aux commandes, et quels qu'ils soient, quand vous êtes dans la brutalité ou dans le chaos permanent, eh bien vous ne donnez pas envie de travailler. Et ça, c'est un handicap pour nos dossiers. Donc moi, je voudrais avoir une position qui soit médiane, c'est-à-dire une position forte, mais une position de stratège pour faire avancer les dossiers. Mais peut-être que cette stratégie, vous serez obligé de l'utiliser aussi. L'avocat que vous êtes, c'est que parfois il faut monter au front, il faut être offensif. Si vous avez un gouvernement qui s'oppose à vos idées ou en tout cas à vos arguments, vous serez obligé d'être à l'attaque. Je crois avoir dit au moins 5 fois qu'il faut être un député militant. D'accord. Je ne peux pas être plus clair que ça. Et j'ai rappelé justement que, et c'est vous-même qui m'avez tendu la perche, si j'ose dire, que ma profession, vous savez, quand vous êtes avocat, vous êtes un combattant de la parole notamment, parce que vous devez convaincre, vous devez parfois vous opposer à l'État, c'est le ministère public au cas particulier, le procureur de la République. Donc ces combats-là, ça ne me fait pas peur. Les prises de parole fortes, ça ne me fait pas peur. Bousculer les choses, je sais faire. Et tout cela, je vais le porter au service de notre territoire. Il y a beaucoup d'avocats qui ont été de grands députés parce que la parole fait partie de notre outil de travail. La prise de parole publique ne nous intimide pas. Je serai, d'un certain côté, l'avocat des dossiers guyanais. Il ne vous a pas échappé que cette mandature sera particulière, des élections anticipées qui font que les députés élus là le seront pour 3 ans à peine, puisqu'il y a les élections présidentielles dans 3 ans qui vont un peu bouger les choses. Est-ce qu'en 2-3 ans on a le temps de défendre des dossiers, de se mobiliser sur une cause réelle ? Ce temps-là, c'en était le président de la République qui en était le maître, c'est lui qui a fait le choix de la dissolution. Vous avez raison en tant qu'observateur, commentateur, journaliste de mettre en avant ces difficultés. Mais quand vous vous engagez dans l'action publique, vous devez faire avec l'existant. Si le mandat doit durer 3 ans, il durera 3 ans. Et c'est pas parce qu'il est court qu'on doit se dire qu'on ne peut rien faire. Sinon, autant ne pas aller aux élections. Si c'est, vous savez, je suis candidat pour être député, pas pour prendre l'avion. Si je veux prendre l'avion, je prends l'avion par mes propres moyens. C'est pas le sujet. C'est pas pour me balader que je voudrais être député. Je crois que dans le temps qui nous sera imparti, il faudra rester vigilant pour que les dossiers guyanais puissent avancer, pour surtout, et répondre à la question que vous posiez tout à l'heure, quel est le rôle du député à part celui de voter les lois et de contrôler l'action du gouvernement. Le député, me semble-t-il, doit être un lobbyiste au soutien des intérêts des collectivités, que ce soit les mairies, que ce soit la collectivité territoriale de Guyane, que ce soit les EPCI, mais également du monde économique par leurs représentants, les représentants des filières économiques, du monde associatif, les accompagner, essayer de trouver des rendez-vous, être présent aux réunions quand des réunions sont faites dans les différents ministères, mais pas simplement être présent le jour J. Et vous savez, j'ai eu, pendant ce début de campagne, j'ai consulté notamment le monde économique, qui m'ont dit que parfois, ils voyaient les députés le jour même de la réunion. Moi, je m'engage, s'il y a une réunion à laquelle je suis invité avec des socioprofessionnels, de les voir en amont, de travailler avec eux en amont les dossiers, pour que quand on arrive devant le ministre, eh bien, on parle d'une seule voix, et que s'il y a la voix technique, le député sera la voix politique. Et donc, ça veut dire qu'il faut être un accompagnateur. C'est quelqu'un qui va être, je le disais, un lobbyiste, qui va essayer de faire avancer les choses. Le député n'aura pas de baguette magique, mais je pense qu'il peut débloquer des situations, qu'il peut être maître du lion, à supposer, et c'est important que je le dise, que ceux qui seront en face aient aussi envie de vous voir comme quelqu'un en capacité d'être dans la construction et pas simplement dans l'opposition. Donc je vous disais, et j'en terminerai, M. Roselli, cette stratégie qui est la mienne, c'est à la fois de la fermeté, du militantisme, mais également la possibilité d'avoir suffisamment de lucidité
pour être en collaboration avec qui que ce soit. Alors, le temps passe vite, il nous reste 5 minutes. Dans les faits, pour être pratique, j'aimerais avoir votre avis sur ce qui fait un peu débat sur la démission ou pas du président de la République en cas de bloc, parce que là, on s'oriente, je ne veux pas être fataliste ni pessimiste, mais on s'oriente vers une Assemblée nationale où ce sera compliqué de travailler avec 2 ou 3 blocs. Est-ce que vous seriez pour la démission d'Emmanuel Macron? Si M. Macron identifie qu'il ne peut plus exercer ses fonctions, il démissionnera. Vous, qu'est-ce que... Non, mais c'est pas une décision. C'est votre avis. Non, mais je vous demande votre avis d'observateur. L'observateur de que je futur suis, député, peut-être. Le futur député que je suis est quelqu'un de lucide, qui connaît les institutions et qui sait que cette décision ne relève que de la seule décision du président. De la même façon, beaucoup diraient que cette dissolution n'a pas eu de sens puisqu'elle est intervenue au milieu du mandat, alors même qu'il y avait une fragilité du gouvernement en place. C'est pas mon sujet, M. Roselli. Non, mais très honnêtement, je botte pas. Ça n'est pas mon sujet. Mon opinion n'impactera pas la décision du président en place. Et s'il devait démissionner, il y aura de nouvelles élections présidentielles et donc il y aura une nouvelle dissolution. C'est bien pour ça que je vous pose la question. Eh bien, on devra s'y adapter. Ce sont ni les députés ni les électeurs de Guyane qui vont décider que s'il y a une présidentielle anticipée. Si elle aura lieu, elle aura lieu. Vous savez, moi, je fais partie de ceux qui a une expérience politique. J'ai gagné des élections, j'en ai perdu également. Donc je sais l'humilité qu'il faut y avoir face au scrutin. Et puis on va mener les combats qu'il y aura à mener. Mais quand on est dans l'action publique, quand on veut s'engager, quand on veut être député, on ne doit pas simplement se contenter de la partie observation, analyse, et quand on voit les difficultés, de se dire oui, ça va être difficile. Sinon, on n'y va pas. Le bon candidat et pour moi le bon député, c'est celui qui prend acte d'une situation, qui retrousse ses manches et qui va au combat. Si c'est difficile, il sera difficile. Autre question pratique. Il nous reste 9 jours de campagne à peine. Vous avez a priori 8 communes, c'est ça, première circonscription à sillonner pour rencontrer les électeurs. Comment on fait ça ? C'est difficile, c'est très difficile. On va essayer de se déplacer dans le maximum de communes possibles, mais on sait très bien qu'en 10 jours, ça va être quasi impossible de couvrir toute la circonscription. On a évidemment des militants qui nous accompagnent, qui eux vont sillonner le terrain dans chacune des communes qui la composent. Mais je voudrais revenir sur votre question précédente. Je crois que si le président constate qu'il n'y a pas de majorité pour gouverner, que donc on n'est plus dans la 5e République, 4e République, peut-être que devoir partir s'imposera à lui. Moi, ce que je veux, c'est que les institutions fonctionnent, pas parce que j'y suis attaché forcément à l'État, mais parce que je considère que nous sommes suffisamment fragiles pour que nous subissions plus que d'autres territoires un chaos qui existera au niveau national. Vous savez, je dis toujours, quand il y a un séisme, ce sont les maisons en dur qui résistent et les maisons en tôle qui sont fragilisées. Nous sommes à bien des égards parfois la maison en tôle dans la République parce qu'il nous manque beaucoup d'infrastructures, pas simplement physiques, mais des services publics. Donc on n'a pas intérêt, nous en Guyane, à ce que le chaos éventuel au niveau national ou les perturbations durent trop longtemps parce que nous aurons, l'épicentre étant là-bas, nous aurons les ondes qui vont nous perturber. Donc il faut à un moment donné de la stabilité pour que nous puissions nous-mêmes être en situation de pouvoir faire avancer nos dossiers. La paralysie au niveau national paralysera la Guyane également et ça je ne veux pas de ça. 2 minutes, 2 questions. Quelle garantie vous donnez aux électeurs qui se plaignent souvent d'avoir des candidats qui viennent les voir sur le terrain, qui viennent frapper à leur porte pendant la campagne et puis après on ne les revoit plus? Vous savez, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Je pense que le député, s'il veut vraiment être le relais, le lobbyiste dont je vous parlais, être en capacité, une fois qu'il est élu, de ne pas abandonner le terrain et notamment, je le disais, l'accompagnement des collectivités, du monde associatif, du monde économique. Comment vous allez faire? Vous allez faire des rencontres populaires comme certains? Vous allez faire... une permanence parlementaire me semble important parce que c'est un endroit fixe où les électeurs de la circonscription savent qu'ils peuvent contacter directement, puisqu'il y aura un secrétariat. Mais surtout, et c'est important, je voudrais revenir là-dessus, moi... Le terrain, c'est pas simplement aller faire du porte-à-porte. Le terrain, ce sont les personnes qui, au quotidien, dans leurs différents domaines d'activité, œuvrent, associatifs, militants, monde économique.
ces personnes-là, elles ont besoin d'un accompagnement au niveau national. Ce n'est pas le rôle du maire, ce n'est pas le rôle du président de la CTG, puisque eux, ils ont à gérer des collectivités, des budgets, ils ont des missions qui leur sont propres. Ils ne sont pas toujours en capacité de pouvoir accompagner toutes ces personnes-là. Je crois vraiment que c'est le rôle du député. Et je le disais, si une chambre des métiers ou une chambre de commerce ou le représentant d'une filière telle la pêche me dit on a une réunion à Paris au ministère de la pêche ou de l'outre-mer tel jour, on va se voir avant. C'est ça, ne pas abandonner le terrain. C'est pas simplement ne pas abandonner les militants, c'est ne pas abandonner ceux qui ont des besoins de relais de l'action publique. Aucun candidat ne peut être en permanence sur le terrain, sauf si il est un professionnel de cette activité-là. Ça n'a pas beaucoup de sens. Mais ne pas perdre l'écho. Et vous savez, le métier que je fais, paradoxalement, c'est un métier où on est en contact permanent avec la société. J'ai une clientèle qui est très vaste. Je défends des personnes qui font parfois les mules, c'est-à-dire des jeunes en situation de grande précarité, des chefs d'entreprise également. Et ce métier-là vous permet ne pas être déconnecté de la réalité du pays. Et surtout des plus fragiles, parce que souvent, ceux que l'on accompagne dans un procès pénal, c'est qu'ils ont une fragilité économique, une fragilité sociale. On est au contact permanent des personnes qui sont sur le terrain et parfois sur de mauvais terrains. Vous avez 30 secondes pour convaincre les auditeurs qui nous écoutent. Quel est votre message à ces électeurs ? Ma candidature s'inscrit dans une alternative aux députés sortants avec une méthode qui sera différente, une méthode qui sera plus complète, me semble-t-il, qui sera plus stratégique dans le sens où elle sera un alliage entre une posture militante, une parole forte et une capacité à pouvoir entrer en discussion avec ceux qui seront aux commandes, quels qu'ils soient. Et j'ai démontré dans mon exercice d'élu local que j'étais en capacité de travailler avec des personnes qui n'étaient pas de ma sensibilité politique. Je rappelle souvent que j'ai coprésidé la commission mixte ad hoc avec M. Canavi, qui était du MDES, pour la mise en place de la collectivité territoriale de Guyane, qu'au sein du comité de pilotage pour l'évolution statutaire, je travaille avec toutes les sensibilités. Je ne suis pas connu pour être quelqu'un de sectaire, je ne suis pas connu pour être quelqu'un de dogmatique, et je ne suis surtout pas un idéologue. Je ne vais pas défendre une idéologie à l'Assemblée nationale. 30 secondes, Boris. Voilà. Je vais défendre la Guyane et les Guyanais. Parfait, merci beaucoup. On aura peut-être l'occasion de vous retrouver au deuxième tour, s'il y a un deuxième tour sous la première. Rediffusion de cette émission donc à 12h30 et puis d'ici 1h sur YouTube, MoNews TV pour retrouver cet entretien en replay. Bonne journée.